C'est à Monsieur Dany Wattebled. S'il vous plaît, chers collègues, pour 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, de nombreux maires subissent chaque année des occupations illicites de terrain par les gens du voyage. Et à défaut de disposer des moyens pour lutter efficacement contre ces pratiques, ne peuvent qu'en constater l'impunité. L'exaspération des élus locaux se fait entendre de plus en plus, leur sentiment d'abandon et de solitude aussi. Ils sont totalement désemparés lorsqu'ils voient que les lois de la République ne sont pas respectées. Une telle situation est inacceptable. Car qui peut le nier aujourd'hui? Quel sénateur, quelle que soit sa famille politique à laquelle il appartient, peut affirmer qu'il n'a jamais été alerté par des élus de son département sur les désordres observés qu'engendrent les occupations illicites, sur les intimidations à l'égard des représentants de l'ordre public et de la population, sur les destructions, sur les dégradations ou les détériorations de biens publics ou privés. Mes chers collègues, si nous voulons pacifier les relations entre les Français sédentaires et les gens du voyage, il faut donc donner plus de droits aux communes et plus de moyens juridiques aux élus, afin d'équilibrer les droits et devoirs entre les gens du voyage d'une part et ceux des communes d'autre part. Depuis, et en application des dispositions de la loi Besson du 5 juillet 2000, dite loi Besson II, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ont dû engager de lourds investissements afin d'accueillir les gens du voyage. Ainsi, toutes les communes de plus de 5 000 habitants ont été dans l'obligation de mettre en place une aire permanente d'accueil. En outre, en application des prescriptions du schéma départemental, elles ont pu se voir imposer la mise en place d'une aire de grand accueil. Pour information, en 2018, la métropole européenne de Lille, dont je suis élu, a pour objectif de créer 310 places d'aires permanentes d'accueil et 200 places d'aires de grand passage, représentant une dépense de plus de 4 millions d'euros en investissement et 3 millions d'euros en fonctionnement, pour une recette globale de 1 million d'euros. Quand on sait que ces dépenses d'investissement font appel aux besoins de financement des collectivités, on peut se poser la question de leur réalisation si l'article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques est voté et appliqué dans sa présentation actuelle, alors que les collectivités territoriales respectent déjà les règles financières strictes en matière d'équilibre budgétaire. Mais cela, mes chers collègues, nous aurons l'occasion d'aborder lors d'un prochain débat. Mes chers collègues, ces deux propositions de loi, réunies en une seule par la commission des lois, dont nous avons discuté aujourd'hui, tentent de permettre un meilleur équilibre en matière de droits et devoirs entre les gens du voyage et ceux qui les accueillent. Leurs dispositions prévoient, tout d'abord, de clarifier le rôle de l'État, le rôle des collectivités territoriales et de leurs groupements dans leur mission d'accueil des gens du voyage. Ensuite, de moderniser les procédures d'évacuation des stationnements illicites. Et enfin, de renforcer et rendre plus effectifs les sanctions en cas d'installation illégale en réunion sur un terrain public ou privé. Dans le texte issu de la commission, l'article 7, s'inspirant de l'article 3 de la proposition de loi de notre collègue Loïc Hervé, vise à créer, à l'article 322-3 du code pénal, une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, qui est prévu à l'article 322-1 du code pénal. Ainsi, les peines encourues seraient de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende en cas de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui au cours d'une installation illicite. Ces peines peuvent être portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient bien sûr à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. Enfin, en cas de récidive, ces peines pourraient être doublées. Même si la question reste de leur imputation, et j'insiste sur ce point-là, je suis favorable à ces dispositions. Renforcer les sanctions pénales, c'est envoyer un signal fort aux magistrats,
pour leur dire que les infractions commises par les gens du voyage doivent être sanctionnées. Sans sanction, il n'y a pas de dissuasion et l'on consacre alors une impunité réservée à certains citoyens. Je voudrais également dire un mot sur le schéma d'accueil des gens du voyage. Actuellement, le dispositif d'accueil est défini à l'échelle départementale. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil départemental. On peut alors regretter l'absence de concertation ou de discussion globale entre deux départements limitrophes sur ce sujet. Ainsi, je pense qu'un schéma interdépartemental d'accueil des gens du voyage trouverait une solution pertinente. Enfin, je souhaite attirer votre attention sur les délais de procédure en matière d'occupation illicite. Je regrette que les détails de la procédure administrative soient plus longs qu'en matière civile. Tout comme je regrette que le parquet renonce trop souvent à poursuivre en cas de destruction, détérioration ou dégradation de biens. Pour conclure, ce texte répond aux attentes des élus locaux qui sont confrontés tous les ans au déséquilibre entre les droits et devoirs des gens du voyage et ceux des collectivités. Il constitue ainsi un cadre pour parvenir à restaurer cet équilibre, condition nécessaire pour une coopération apaisée entre sédentaires et gens du voyage. Aussi, le groupe Les Indépendants votera ce texte. Merci.